Donc j'ai 10 minutes pour vous présenter le parcours d'un chercheur en biologie. Ce n'est pas un parcours unique. Ma présentation comporte deux parties. Une première qui porte sur un court CV, illustré et décalé. La deuxième partie qui porte un peu plus sur la thématique qui me conduit aujourd'hui à me présenter devant vous, également décalée, et il y aura une diapo de conclusion. Alors, comme beaucoup de gamins, j'ai été très tôt attiré par les camions rutilants rouges, bardés de gyrophares et faisant du bruit, sauf que là s'arrête la comparaison. Moi, mon dada quand j'étais gamin, c'était conducteur de camion poubelle. Il s'est avéré qu'à l'adolescence, j'ai abandonné ce rêve et je suis parti plutôt vers le milieu maritime. Et j'avoue que j'ai eu pendant plusieurs années l'envie de devenir pilote d'aéronaval, d'où le porte-avions. La seule difficulté, c'est qu'à l'adolescence, ma taille, déjà, mon indice de masse corporelle de l'époque, et mon intolérance aux mathématiques a rapidement, je dirais, rapidement mis fin à mes espérances. Et quand je suis rentré à l'université, donc juste après le baccalauréat, j'ai quand même conservé un certain tropisme pour le milieu aqueux. Et j'ai voulu devenir ichtyologue. Ichtyologue, c'est quelqu'un qui travaille sur le poisson. Et ce qui m'intéressait le plus dans le poisson, c'était les interactions entre les proies et les prédateurs. Et donc, jusqu'à la 4e année, au niveau M1, donc j'avais en tête de pouvoir faire du comportement, tout allait bien. Et je me suis fait arrêter par une jeune maître de conférence, maintenant professeur très connu à Paris Diderot, Joël Cohen-Tanouji, qui m'a dit « Oh mon Dieu, va pas là-dedans, j'ai quelque chose de bien mieux à te proposer, j'ai de la reproduction. » J'ai fait très bien, pourquoi pas la reproduction? Mais comme je suis quelqu'un de têtu, j'ai quand même gardé le poisson. Et donc j'ai fait une thèse, à mi-chemin à mi-chemin géographique, entre l'INRA de Rennes et une unité INSERM de l'hôpital Necker, où j'ai travaillé sur le tilapia et la truite arc-en-ciel, qui sont deux espèces de poissons présentant la capacité de pouvoir passer d'eau douce en eau salée et réciproquement, sans mourir. C'est ce qu'on appelle l'osmorégulation. Et donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 3 ans sur ces deux espèces de poissons. Et l'objectif était d'identifier le récepteur d'une hormone que vous connaissez beaucoup plus pour son action sur la glande mammaire chez les mammifères, qui est la prolactine. À l'issue de ce doctorat, j'ai mis fin à toutes mes activités aquatiques et je suis parti sur une thématique complètement différente, encore que j'avais en charge l'identification au Max Planck Institut à Freiburg en Allemagne, je suis resté près de 4 ans, d'un autre type de récepteur, le récepteur de l'EPO, l'érythropoïèse très connue pour son action bénéfique sur le corps d'athlète de nos cyclistes en ces périodes de début de Tour de France. Et donc cet EPO est impliqué dans la production des hématies qu'on appelle l'érythropoïèse. Et début des années 2000, réussite d'un concours, je rentre à l'INRA, ici à Jouan-Josas où je deviens chercheur de brebis, et je retrouve la thématique sur laquelle Joël Cohen-Tanouji m'avait, je dirais, incité à partir, qui est donc la reproduction. Mais c'est une reproduction sur une thématique très spécifique, qui vient un peu en amont et en complément de ce que vous a expliqué Pascal tout à l'heure. Et en particulier, je devais donc travailler, et j'ai été chargé de travailler, sur l'implantation, donc une étape précoce de la gestation chez les mammifères, ces interactions et les interactions, entre cet organe-là, dont je vous montre ici une représentation toute personnelle, qui s'appelle donc un utérus tricoté main, en pure laine vierge, grâce à, je dirais, l'assiduité d'une de mes doctorantes, je ne sais pas si elle est présente dans l'assistance. Et donc cet utérus, que vous voyez ici représenté sous sa forme rose, possède à l'intérieur de la corne que vous voyez sur la droite un tissu très spécifique qu'on appelle l'endomètre, qui est le tissu majeur qui va conduire tout le développement embryonnaire à partir du moment où celui-ci a quitté cette partie-là, que vous voyez, qu'on appelle un oviducte, pour venir jusqu'ici. Ici, l'embryon est représenté en vert, nulle allusion aux événements de la semaine passée, encore que. Alors, comment vous expliquer simplement ma thématique? Pourquoi l'endomètre, comme diraient mes étudiantes? Et c'est là qu'on reboucle un tout petit peu avec le porte-avions. Si vous imaginez que l'avion de chasse qui se pose sur le pont d'un porte-avions est en interaction, je dirais, bidirectionnelle, continue, de telle façon qu'il puisse effectivement atterrir sans dommage, ni pour le pilote, ni pour l'engin, on peut maintenant remplacer l'avion de chasse et le porte-avions par un embryon et un endomètre. Et la métaphore fonctionne assez bien, puisqu'à ce moment-là, on voit très bien que cet embryon ici, que vous voyez situé dans la cavité, entre deux parties endométriales, est en interaction continue, cellulaire et moléculaire, pendant toute la durée de l'implantation, jusqu'à ce qu'il devienne une unité fœto-placentaire dont Pascal vous a parlé tout à l'heure. Si on file la métaphore, on s'aperçoit que le porte-avions, en fait, représente quelque part l'organisme maternel, pour ne pas dire la mère. Et cette mère évolue dans un environnement qui est lui-même changeant. Vous avez rarement l'occasion de voir un utérus se promener comme ça dans la rue. Donc vous imaginez bien que cet utérus
inclus dans un organisme maternel, lui-même évoluant dans un environnement, peut effectivement être modifié par des altérations de cet environnement. Et c'est ce qu'on voit ici sur cette mer déchaînée. La métaphore, on va la continuer un tout petit peu. L'environnement ici est totalement, je dirais, délétère pour la qualité de l'environnement maternel. Et vous imaginez bien qu'aucun avion ne peut atterrir dans ce cas-là. Eh bien, c'est un peu la même chose in vivo, en biologie. Vous avez quelques facteurs que je vous nomme ici, nutrition, les infections, la nutrition toujours pareil, vous voyez le topo d'avant et celui d'après, perturbateurs endocriniens et stress qui vont venir buter sur la fonction de l'organisme maternel au sens très large. Et l'ensemble des signaux qui vont venir arriver jusqu'au niveau de l'endomètre vont être analysés et vont partir comme signaux jusqu'à l'embryon. Ça, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et la question que je me suis posée à l'époque avec Nadera Mansouri, ma première doctorante, était on sait que l'embryon peut avoir une qualité qui n'est pas optimale. Cette qualité, on est même capable de la modifier. Ceci conduit à ce moment-là à des échecs, des perturbations de la gestation, ça semble évident. Mais on est capable de jouer sur la qualité de l'embryon, en particulier par l'application de la fécondation in vitro ou du clonage, qu'on appelle globalement les biotechnologies de l'embryon. Et la question qu'on s'est posée avec Nadera était si on modifie la qualité de l'embryon, est-ce que l'endomètre réagit différemment? Est-ce qu'il est capable de détecter ces modifications? Effectivement, Nadera avait raison, et elle a pondu ce titre ici, qui est donc que l'endomètre est un sensor précoce des technologies, des manipulations de l'embryon in vitro. Et la conclusion à laquelle nous sommes amenés, c'est que non seulement l'endomètre est capable de relayer les signaux de l'organisme maternel sous l'influence de l'environnement dans lequel la mère évolue, mais l'endomètre est également un tissu dynamique et actif, capable de réagir à des embryons présentant des caractéristiques distinctes et en particulier des potentialités de développement à terme, puisque les embryons clonés ou FIV ont un taux de gestation qui est moins élevé que les contrôles. Pendant qu'on travaillait gaillardement sur cette thématique, il s'est avéré qu'un groupe de collègues et néanmoins concurrents allemands travaillaient sur exactement la même thématique, sauf qu'eux ont eu, je dirais, l'idée de venir présenter leurs résultats en congrès, et j'étais dans l'assistance, et notre papier n'était toujours pas soumis, vous le voyez ici. Ils ont envoyé leur papier le 20 novembre, le nôtre a été soumis le 14 décembre grâce à un forcing qu'on a réalisé avec Nadera, parce qu'on sentait bien que sinon, le résultat, je dirais, éclatant allait nous passer sous le nez. Et effectivement, il s'est avéré que le papier, le nôtre, a été accepté avant le leur. Néanmoins, de cette histoire, ce qu'on peut retenir, c'est que le fait d'avoir utilisé un titre au niveau communication beaucoup plus attractif que celui-ci a fait que le concept a été repris pour partie par d'autres équipes, nos collègues, en particulier allemands, et sur cette partie gauche, un groupe de médecins et de biologistes anglo-saxons qui se sont effectivement emparés du concept pour l'appliquer et l'étendre du ruminant vers l'espèce humaine. D'où l'importance de la communication dans la science. Au final, que peut-on dire? C'est que finalement, si on reprend la gestation dans son ensemble, c'est-à-dire de la fécondation jusqu'à la parturition, ou la parturition, le devenir de l'embryon dépend du contexte maternel. Vous voyez ici clairement un embryon en plein dynamisme de développement. Simplement, si vous le remettez dans un contexte maternel, contexte qui est donc relayé, je vous le rappelle, par l'endomètre, qui est le tissu qui est au contact de cet embryon dans des conditions normales, vous voyez que ce contexte est assez peu favorable à l'implantation. Donc on ne peut jamais parler de gestation uniquement en s'appuyant sur la qualité de l'embryon. La dernière diapo de ce topo de 10 minutes porte en fait sur une réflexion un peu globale qui amène de l'animal au scientifique. La première, c'est que l'ensemble de notre thématique, au niveau de l'équipe, repose essentiellement et pour beaucoup sur l'expérimentation animale, à la fois sur les animaux dont nous nous servons, mais également sur les animaliers qui s'en occupent. Ici, c'est un groupe de clones issus d'une biopsie unique de cette vache qu'on appelle 5538, qui est de race Holstein. Et effectivement, il est vital pour nous que l'expérimentation animale continue, au moins dans un premier temps, parce que sans ça, il y a un tas de questions auxquelles nous sommes incapables de répondre. Or, on sent bien que l'expérimentation animale est dans l'œil et dans le collimateur d'une partie de la société. Deuxième partie, l'ensemble de ce que l'on peut réaliser s'appuie sur une équipe solide et investie, à savoir des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens, et beaucoup d'étudiants de différentes catégories. Ici, une horde de clones en groupe formés par et pour la recherche. Et enfin, ce que l'on peut dire, c'est que dans l'état actuel de nos connaissances et au vu du contexte dans lequel nous évoluons, il est clair qu'il faut quand même conserver un fort dynamisme et un fort tropisme pour le modèle expérimental sur lequel vous travaillez, ou nous travaillons. Et à ce titre, je pense que le scientifique du futur est peut-être en fait un scientifique en pleine rumination, probablement l'Homstein, pour Homme et Holstein. Et voici à quoi ressemble peut-être le scientifique du futur. Je vous remercie pour votre attention.